Très bien. Je suis là. J'ai le grand honneur de présenter Marcel Lebrun. C'est vraiment un honneur. Je me permets juste de me présenter d'abord. Donc, je suis membre du comité scientifique. J'ai été invité par la professeure Maud Le Breton, que je remercie encore, de faire partie de ce comité scientifique pour cette journée. Je suis ici à la HEP depuis une dizaine d'années en tant que formateur, enseignant, mais aussi formation continue, etc. Et puis, si je suis là, c'est qu'en fait, je suis le responsable d'un nouveau centre qui a été fondé il y a 2 ans. C'est le CEDEF, Centre de soutien à l'enseignement et du développement de la formation. Et dans le cadre de ce centre, en fait, nous sommes censés promouvoir l'innovation. Donc, on est bien dans ce que disait Pascal tout à l'heure, l'innovation. Alors, on précise bien, nous, l'innovation avec ou sans numérique. Parce que l'innovation qui met le numérique au cœur, on va en parler toute la journée, mais si Marcel est là, c'est d'abord et surtout parce que c'est un pédagogue à la base, et toute sa pensée est toujours marquée d'abord et surtout par la pédagogie. Alors partant de là, c'est intéressant parce que on intervient les uns après les autres comme ceci, et puis finalement, on aurait pu écrire ce qu'on a dit ensemble, parce que ce que j'avais prévu, je vais devoir le modifier un peu pour ne pas redire les mêmes choses, mais je crois que cette idée de temps long et temps court de Maxime, que Pascal a repris depuis la Renaissance et autres, si tu permets, on va prendre un temps long qui est plus court, c'est notre génération. Marcel a 10 ans de plus que moi. Moi, j'ai eu mon premier ordinateur en 1987, ma première adresse email en 1998. J'ai commencé à travailler sur les plateformes en 2003, Wikipédia après, etc. Nous, on a eu le temps, justement, d'avancer tranquillement. Tranquillement en absorbant ou en refusant les outils qui venaient petit à petit. Et là, on le voit avec nos étudiants, on le voit avec les enfants, tout à coup, ils ont tout à la fois. Et l'arrivée du téléphone portable, des réseaux sociaux, vous le savez, a modifié grandement les choses. Alors, cette idée de temps long et de temps court, je pense qu'elle est vraiment nécessaire. Avec Maxime parlait tout à l'heure de l'exigence du sursis. Il ne fonctionne pas. Il fonctionne? Ah, c'est mieux. C'est sûr que c'est mieux comme ça. Donc, temps long, temps court, et cette exigence du sursis, tu citais Mérieux tout à l'heure, Maxime. Mérieux disait aussi que l'école était là pour désengluer les personnes, les faire sortir de cette gang dans laquelle ils sont, ou des gangs dans lesquelles ils et elles sont, pour permettre de réfléchir, poser cette réflexivité. Et là, Marcel, c'est un grand monsieur. C'est vraiment un grand honneur pour moi de le présenter. On s'est rencontrés en 2014 à Marrakech, dans un colloque de l'ADME. Et il était fumeur en ce temps-là, je suis fumeur, et j'ai eu la chance de le rencontrer de cette manière-là. Mais en fait, c'est difficile de résumer 50 ans de carrière. Alors moi, je ne suis pas allé dans l'intelligence artificielle ni sur Bing, je suis allé sur Wikipédia. Wikipédia qui faisait tellement peur il y a 10-12 ans, on disait les élèves vont faire du copier-coller, etc. Finalement, on est passé plus loin. Et voilà la biographie professionnelle de Marcel Lebrun avec ce mot techno-pédagogue. Tu reviendras peut-être là-dessus pour dire ce que tu mets. Docteur en sciences, donc tu es physicien à la base, professeur à la retraite depuis 2018 en sciences de l'éducation et puis conseiller au LLL à l'Université catholique de Louvain. Donc Marcel est belge, il a encore un petit accent parfois, Et il y aurait tellement à dire sur lui, moi j'aimerais juste prendre 3 images. Et c'est très personnel, mais j'aurais pu prendre, tu vas la montrer, l'image du tapis et de l'aspirateur. Oui, j'aurais pu prendre celle-là parce qu'elle est emblématique. J'ai pris les 3 ici.
Premièrement, le concept d'alignement pédagogique, c'est quelque chose que Biggs avait développé, puis Marcel l'a repris. C'est l'idée d'une cohérence entre objectifs, outils, méthodes, avec l'évaluation qui doit être également en cohérence avec ça. L'autre chose, c'est ce bouquin, Des technologies pour enseigner et apprendre. Il date de 1999, donc il date de l'autre siècle. Et à la fin du texte de cadrage que nous avons écrit, on a pris une citation de Marcel. Il disait « Nous souhaitons nous interroger sur le pourquoi, le comment et le pourquoi de l'utilisation des outils, des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement et surtout dans l'apprentissage. S'agit-il d'un besoin commandé par une société plus avide des produits que soucieuse des processus et des acteurs? S'agit-il seulement de préparer nos étudiants, nos futurs professionnels, nos chercheurs, nos enseignants à piloter ces outils? S'agit-il d'une aubaine réelle pour la formation, si ce n'est pour l'éducation de nos étudiants? 1999, donc quand on parle d'un monde d'avant et d'après le Covid ou autre, je crois qu'il y a un monde d'avant les ordinateurs et d'après. Et grâce à Marcel, c'est toujours la pédagogie qui est au cœur. Et il a toujours été en avance, on ose le dire. Les MOOCs a été un des premiers à réagir en montrant les limites, par exemple. La classe inversée, là aussi, tu as montré que ce n'était pas vraiment une nouveauté. Et avec un petit bouquin comme ceci, il nous démontre tous les apports possibles, mais en réinventant le concept de classe inversée, en le développant type 1, type 2, type 3, et en montrant combien la réflexivité, le travail de l'étudiant peut gagner au travers de ceci. Donc ce bouquin, ceci, et puis le blog de Marcel, ça fait depuis 2000... 2008-2009. Alors c'est un foisonnement. Pour ceux qui le découvrent aujourd'hui, on se dit c'est incroyable, mais il l'a alimenté constamment depuis tout ce temps, et vous avez là-dedans énormément d'informations, de présentations, mais surtout des outils de réflexion. On parlait de compétences et de réflexivité tout à l'heure. Marcel est aussi quelqu'un qui a beaucoup réfléchi autour de la compétence et de l'évaluation de compétences. Alors voilà, je vais lui céder la parole en... Je sais pas, il y a un côté de fidélité à tes principes, à tes idées, qui est à souligner. Et puis, tu le dis bien dans le titre de ta conférence, Marcel, c'est d'abord justement un humaniste. Madame l'évoquait tout à l'heure, c'est d'abord quelqu'un qui met l'être humain, la réflexion et le cœur aussi au fondement des choses, et la technique, ça vient après. Alors Marcel, je te laisse la parole avec un très grand plaisir, et nous allons t'écouter. On peut passer sur l'autre ordi, c'est fait, et tu as ta zapette à toi. Bien. Voilà, merci tout d'abord à monsieur le recteur, aux organisateurs, à vous tous d'être là et de m'avoir invité quelque part pour cette conférence introductive. Alors, merci à Pascal de m'avoir introduit. En quelques mots, je pense que tu as dit l'essentiel. Alors, je reviens sur quelques petites choses pour me présenter. Certains me connaissent sans doute, d'autres pas. Qui c'est celui-là, hein, c'est important. Comme j'ai été formateur d'étudiants, futurs enseignants, je leur disais toujours, la première chose à dire, c'est d'où vous venez, vous, pour nous parler comme ça. C'est important. Alors, effectivement, je suis, oui, pédagogue, technopédagogue. J'étais essentiellement physicien nucléaire. Autrement dit, mes contacts avec la Suisse sont nombreux puisque j'ai fait ma thèse au CERN, à Genève, et j'ai travaillé pendant, je crois, 4 ou 5 ans à Villingen, à ce qui s'appelle maintenant le Paul Scherrer Institute. Et puis un jour, les autorités de mon université m'ont dit « Écoute Marcel, tu fais des choses en physique ?» Bon, je ne sais pas, je vous dis ça comme ça, clin d'œil entre nous, 4, 5, 6 articles par an,
des histoires pareilles de grosses communautés de chercheurs. Mais j'étais surtout intéressé par expliquer. Ça, c'était être devant un amphi avec des étudiants, mais quel bonheur! Les chercheurs disaient, quand tu fais tes conférences, tu expliques trop, hein? Tu expliques beaucoup trop. Et un jour, le recteur de l'université de Louvain m'a dit, écoute, maintenant, on voudrait bien te garder à l'université, mais tu vas choisir. Tu fais de la physique ou tu fais de l'enseignement, sciences de l'éducation. Et j'ai dit, je fais des sciences de l'éducation. Donc, depuis 90, je suis parmi les sciences humaines, hein, comme on dit les choses. J'ai commis ce grand voyage parce que certains me disent « Oh là là, mais toi, tu as les deux volets, etc. » C'est dur, vous savez, parce qu'on ne sera jamais, on n'est plus des uns, des premiers, et on ne sera jamais des autres, les pédagogues. Et on doit vivre là entre les deux. Donc, ne croyez pas que je dis ça en disant « Regardez, comme c'est fantastique » et toutes ces choses-là. Alors, j'ai pris ce défi de tout ce que tu as dit, Pascal, de parler de cette humanité numérique. Vous verrez un peu, on a dit, mais qu'est-ce que c'est numérique? C'est très important. Vous voyez les promesses et les nécessités, hein, les droits et les devoirs, toutes ces choses-là. Et aussi ce rapport au temps qui a été introduit tout de suite entre urgence, oui, il y a des urgences, et malgré tout la patience. Voilà. Alors, nous allons commencer d'emblée en essayant, et je vais être progressif dans mon allocution, vous parler du contexte de manière générale, d'aller de plus en plus vers les savoirs, les communautés du savoir. Donc, je vais mettre quand même un peu l'accent là-dessus, vers les technologies pour arriver de plus en plus à mettre cette couleur apprentissage, non pas enseignement. Enseignant, ben oui, il doit être là, il est le jalon, etc. L'important, c'est ceux-là qui sont en face de vous, ceux qui apprennent. D'accord? Le but de l'enseignement, c'est de faire apprendre. Donc, apprendre est l'objectif premier. Voilà. Plantons le décor, un monde connecté. Alors, il fallait bien trouver une date, le rapport au temps. Alors, vous verrez que je vais remonter beaucoup plus loin. Mais pour le moment, je pense que vers 1996, je suis belge, donc 96 c'est très spontané, je peux dire 96 si vous voulez, il s'est passé quelque chose. Jusque-là, il y en avait quelques-uns, c'est la petite flèche orange qui remonte, qui étaient capables de publier, et il y avait un très grand nombre de lecteurs qui ne faisaient que suivre. La métaphore, c'est la revue, le journal, hein, il y a les journalistes, les écrivains, bon, ils complètent tout ça, et nous tous, nous lisons ce qu'ils ont écrit. Et là autour, dès qu'on arrive un peu plus loin, on voit que ces journaux, les journaux que vous avez ensuite certainement, les hebdomadaires, ont commencé à s'accompagner de sites web, où il y avait des compléments, des choses comme ça, mais surtout des petits boutons, là, comme ça, qu'on pouvait cliquer. Et derrière ces petits boutons, qu'est-ce qu'il y a? Il y a finalement, chacun peut commencer à commenter l'actualité. Et quelque part, il y avait un adoubement, c'est-à-dire, vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez aussi écrire pour tous les autres. Et ça, ce passage du top-down, ceux qui savent vers ceux qui ne savent pas, ceux qui savent vers ceux qui ne savent pas, pensez le prof, les élèves, d'accord, ça va? On est arrivé à une pensée beaucoup plus bottom-up, une pensée en train de s'installer. Et donc, là, quelque part, vous voyez de 1996 à 2006, une dizaine d'années où quelque chose s'est passé. Une infection numérique s'est passée. Et pour nous, maintenant, c'est naturel de cliquer sur nos petits engins, de commencer à communiquer à la planète entière, tout ça. Quand j'ai vu ça, quand j'ai eu cette pensée, je me suis raccroché à une certaine approche que j'avais déjà depuis longtemps comme physicien, une sorte de déplacement de l'évolution des sciences, c'est-à-dire finalement du savoir, vers quelque chose qui touchait à l'enseignement et l'apprentissage. J'y vais, ça va aller très vite.
Au XVIIIe siècle, vous avez Laplace. Laplace, les choses sont très simples pour lui. Il y a un état initial, un état final, il y a une force, et on est dans une forme de déterminisme. Il y a des forces et les planètes, elles tournent comme ça, et voilà, on comprend, le déterminisme. Un peu plus tard, on passe au 19e, on a déjà Poincaré, qui dit minute papillon. Oui, dans les cas simples, ça va bien, les planètes tournent autour du Soleil, il y a les forces d'attraction, et moi maintenant, je peux vous prédire, à partir de la position de la planète Vénus maintenant, où elle sera dans un mois. On est bien dans le déterminisme. Et puis, on commence à étudier les gaz et on se rend compte que les molécules, elles partent partout. Pensez à nos élèves, tous différents, il y en a qui vous écoutent, d'autres qui ne vous écoutent pas, d'autres qui regardent leur tablette, etc., etc. J'ai dit minute papillon, certaines personnes ont souri, vous avez compris, l'effet papillon. Une toute petite cause peut engendrer des effets énormes. Et finalement, là c'est plus récent, on arrive au 20e, Prigogine, qui dit oui, mais ces états de désordre finalement, vous savez, dans une communauté avec des élèves, qui est-ce qui a déjà entendu parler d'eux, tout le monde émet son avis, etc. Eh bien, dans certains cas, du désordre peut jaillir l'ordre. Et là, on renverse finalement l'histoire, puisqu'on parle de structures désordonnées, Prigogine dirait des structures dissipatives, elles absorbent de l'énergie, et donc ça devrait partir dans tous les sens, comme de l'eau qui bout dans une casserole. Eh bien non, il y a des structures d'ordre qui apparaissent. Eh bien, regardez un petit peu le parallèle avec la pédagogie. Le behaviorisme, formation des maîtres, faites comme ça, et les élèves réagiront comme ça et comme ça. S'ils ne sont pas sages comme ça, vous leur tapez sur les doigts et ils feront ça et ça et ça. On est dans une forme de déterminisme. Et on retrouve Pavlov, tout ça, vous connaissez. On avance. Les élèves sont tous différents. L'important, ce n'est pas tant l'enseignement, c'est l'apprentissage. Il faut accompagner le développement de chaque élève. Oui, j'ai retenu quelque chose là de la physique et de mon passage en pédagogie. Les étudiants ne sont pas des particules élémentaires. Oui, mais les profs, ils croient ça. Vous riez, mais ils ont l'impression, parce qu'ils disent quelque chose, avec leur champ magnétique, les petites cellules dans le cerveau vont se mettre en ordre et les élèves vont apprendre. Et vous savez bien, ça ne se passe pas bien comme ça. Socioconstructivisme, il faut partir de la manière dont l'élève construit ses connaissances, etc. Et finalement, on arrive à connectivisme. Je ne sais pas si dans les écoles pédagogiques en Suisse, c'est déjà arrivé. En Belgique, ça arrivera probablement dans un siècle, mais enfin voilà. C'est l'idée que, vous l'avez dit, on apprend les uns des autres. C'est le réseau qui importe. Ce sont les liens entre les savoirs qui sont plus importants que les savoirs eux-mêmes. Et là, on est dans des théories récentes, 10 ans, 15 ans, de Siemens, par exemple, George Siemens. Et vous voyez, il y a ces verbes qui interviennent dans les compétences. Là en haut, on était mémorisé, appliqué. Voilà la loi des planètes, vous appliquez comme ça et comme ça. Là, on est plus dans travailler en équipe, et ici, on est gérer le désordre, gérer l'incertitude, etc., etc. Vous voyez, les parallèles, là, on parle des sciences, et tout à coup, on trouve des parallèles avec des échelles de temps différentes, vous avez remarqué ces choses-là. Alors, le connectivisme, vous irez voir, je mettrai des références, mais c'est, pour résumer, les liens qui nous permettent d'apprendre davantage sont plus importants que l'état actuel de notre connaissance. Ça, c'est vraiment la clé de ce que Siemens dit, en disant d'autres choses comme les élèves que vous formez à telle théorie mais vont rencontrer d'autres choses dans leur carrière. Le savoir, ça c'est intéressant, le savoir où et quand est plus important que les savoirs et savoir-faire. Et vous me dites, mais c'est fou là. Mais non, allez, vous là qui avez des ordinateurs, certains écrivent encore, mais voilà.
moi, ça m'arrive de dire, ah oui, il y avait cette histoire-là de théorie, oui, j'ai entendu parler de ça, je me souviens même, c'était au colloque optique en 2015, mais qu'est-ce que c'était encore? On se souvient du contexte, des liens, etc. Donc voilà, cette approche. Et voilà Siemens qui écrivait il y a sans doute 15 ans, la capacité d'établir des distinctions entre l'information importante et sans importance est vitale. Et vous vous rendez compte, on marche là, commence à marcher dans ce numérique. Alors, j'ai pris comme exemple d'application la classe inversée. Alors vous allez me dire, ce n'est pas le numérique, je vais vous prouver que c'est tout à fait le numérique, et c'est bien plus le numérique que vous ne le pensez, parce qu'on peut d'ailleurs faire la classe inversée sans aucun ordinateur. Elle est dans l'esprit numérique. Elle ne nécessite pas des outils numériques, mais elle est pourtant née à l'ère numérique. On va essayer de voir ces choses-là. Alors, ben oui, la classe inversée, pour moi, c'est l'ère du do-it-yourself en pédagogie. Faites-le vous-même, quoi, quelque part. Apprenez-le vous-même. Ben, vous avez tous les savoirs à votre disposition. Hein? Ouais. Monsieur Grognon dit non, c'est pas vrai et tout. Ben si que c'est vrai, allez voir. Le nombre de sujets que j'ai déjà étudiés en allant sur Internet, oui, mais c'est pas toujours vrai ce qu'on trouve sur Internet. Ben voilà, vous venez de comprendre à quoi il faut former nos élèves, n'est-ce pas? C'est pas à cliquer pour trouver les savoirs, hein? Ça va. Mais apprendre à distinguer le vrai du faux, là, oui, c'est important. Alors, ce qui me plaît bien dans la classe inversée depuis longtemps, vous voyez un peu les années, hein, 2008-2012, c'est que c'est une histoire d'enseignants. Ce ne sont pas, excusez-moi pour ceux qui en sont, mais des politiques. Excusez-moi aussi, ce ne sont pas des grands chercheurs. C'est deux petits enseignants quelque part dans une petite ville des États-Unis qui devaient enseigner la chimie. Et vous voyez, eux, ils étaient contents d'enseigner la chimie, ils aimaient la chimie, et tous les élèves étaient là. Quand est-ce que c'est fini? Et certains avaient, vous savez, des petits machins, là, ils tapotaient là-dessus. Et ils se sont dit, tiens, pourquoi ne pas mettre des petites vidéos à la disposition des élèves où on explique 2-3 principes, les acides, les bases, les machins, on filme des expériences, et puis boum, etc. Bon, voilà. Et se dire, ça va déjà leur donner une prise de connaissance de la matière. Ils ne vont pas tout savoir, hein, et certains d'ailleurs ne vont pas regarder les vidéos. Mais ça ne fait rien. Ils en parleront à la cour de récréation, n'est-ce pas? Et donc, ils ont mis ça, et ils ont terminé un des cours en disant, tiens, la semaine prochaine, on va parler des acides et des bases. J'ai mis 2 vidéos là sur YouTube, regardez un peu, ça vous donnera l'idée. Ils sont revenus en classe, ils se sont rendus compte que les élèves parlaient quand même entre eux des vidéos. D'accord? Ils ne savaient pas tout, hein? Jamais dit que c'était le savoir garanti. Et donc, voilà, leur idée, c'était de retirer de la classe le plus possible, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit enlever, retirer le plus possible, la partie magistrale, où le professeur transmet, de manière à laisser davantage de place pour les activités, pour les questions. Les conférenciers, et j'en suis, vont occuper tout le temps, et il n'y aura plus le temps pour les activités, les questions et les choses comme ça. Et donc, eux se sont dit, vous auriez dû faire ça, les organisateurs. Vous m'auriez demandé une petite vidéo sur mon sujet, je l'aurais envoyée. Et alors là, tout le monde, là, vous tous, bien souriants, vous aurez regardé les vidéos, et moi, je serais arrivé et j'aurais dit, voilà, vous avez vu les vidéos, n'est-ce pas, hein? Certains, et d'autres. Et voilà, on aurait commencé à poser des questions. Et ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, ils entendraient les questions des autres, etc. Vous voyez un peu le coup, là? Je n'ai pas dit que ça va remplacer tous les enseignants. Est-ce que c'est la fin? Non, ce n'est pas la fin. C'est peut-être d'autres rôles. Alors, j'ai parlé de ça en 2012 à un colloque à IPU à Trois-Rivières, une vidéo qui a été un tout petit peu, je ne suis pas un grand chanteur de pop musique, mais voilà, a quand même été regardé un petit peu. Et la ritournelle, justement, c'était les leçons à la maison, les devoirs en classe. Ah oui, mais c'est pas bien que les élèves travaillent à la maison. Ah non, mais normalement, vous donnez le cours, ils ont des devoirs après.
Eh bien, moi, je vais leur donner des devoirs avant, et en classe, on pourra travailler avec les choses sérieuses. C'est un peu l'idée là derrière. C'était une très mauvaise idée parce que tout le monde a commencé à dire « Non, on ne peut pas donner des devoirs aux élèves en classe, etc. » Et vous vous rendez compte, les pauvres qui n'ont pas d'ordinateur à la maison, qu'est-ce qu'on va faire? Vous n'en faites pas hein, pour aller voir les jeux vidéo, ils vont les uns chez les autres. Pas de problème avec ça. Et donc l'idée, c'est une mauvaise idée finalement. C'est de se dire, depuis des siècles, voilà ce qui se passe. Alors heureusement, ça a pas mal changé. Voilà. Alors voilà, ça a commencé ça vers 2010 aux États-Unis. Des profs qui filmaient leurs cours, les élèves pouvaient les regarder. Donc il y avait cette idée d'enseignement à distance. On peut regarder où on veut, comme on veut, etc., etc. Et cette idée de redonner du sens à la présence. Les cours de Harvard se donnaient comme ça depuis des dizaines d'années. Le prof disait, vous lisez tel livre et on se retrouve dans 3 semaines. Et voilà, c'était déjà comme ça. Mais aussi, peut-être une nouvelle vision de enseigner-apprendre. Alors, je vais aller très vite ici. Vous voyez une colonne présence. Vous savez bien ce que c'est présence. C'est là maintenant. À 10h30, dans l'amphi Intel, Marcel Lebrun donne une conférence là-dessus. Distance. Distance, ce n'est pas nécessairement à la maison. Pour moi, distance veut dire en l'absence de l'enseignant, en autonomie. Ça pourrait être dans l'école, dans un lieu spécialement construit avec des ordinateurs pour aller voir les vidéos. Mais l'enseignant n'est pas là, en autonomie, je dirais plutôt. Et alors, enseigner, apprendre. Dans le système traditionnel, l'enseignement est en présence, et qu'on le veuille ou non, l'apprentissage en distance. L'élève qui marche dans la rue et qui se dit « mais qu'est-ce qu'il a voulu dire avec ça ?» Ou alors à la maison en train de relire ses notes, etc. L'idée de la classe inversée, flipped classroom en anglais, voilà le flip, c'est de dire une partie de l'enseignement peut passer à distance, en autonomie. Rappel, on peut faire ça avec des livres. Les livres existent depuis le XVe siècle, mesdames, messieurs. La classe inversée aurait pu avoir lieu au XVIe siècle. De manière à laisser davantage de temps en présence pour les interactions, les échanges et toutes ces choses. Alors vous allez me dire, oui, mais vous avez déjà parlé de la presse, top-bottom, up-down, etc., etc. Vous avez besoin d'une boussole. C'est important. Parce que si on n'est pas sûr de l'endroit où on veut aller, on risque de se retrouver ailleurs. Et ça, c'est pas grave. Ça s'appelle la sérendipité. On cherche quelque chose, on trouve autre chose et on dit, mon Dieu, que c'est intéressant. Mais ce que Lebrun, je ne sais pas qui c'est, mais voilà, a ajouté, vous risquez de vous retrouver ailleurs et de ne pas le savoir. Ça, c'est peut-être l'important. Donc, de nouveau, l'importance d'être capable de trouver son chemin, de gérer l'information, le vrai du faux, on retrouve ça. Alors, on avance un peu, un monde connecté. Je remonte dans le temps. Jusqu'ici, j'ai parlé de 2008-2009. Ici, on y va. Il y a des millénaires. Des millénaires, ça veut dire 200 à 300 générations. Vous savez, les générations, le père, le fils, le père, le grand-père, etc. L'écriture. 20 à 30 générations, des siècles. L'imprimerie, j'ai parlé déjà du livre qui aurait pu générer la classe inversée. Parce que c'était l'idée, C'était l'idée au début, là, tout le monde riait quand j'ai dit l'invention du livre au XVe siècle, on aurait pu faire la classe inversée. Mais c'est ce que les gens pensaient, Les premières Bibles, vous le savez bien ici en Suisse, mais les gens de l'Église disaient « mais les gens vont pouvoir aller lire eux-mêmes les textes saints sans passer par quelqu'un qui les interprète. Quelle catastrophe! Nos élèves vont apprendre des choses sans qu'un enseignant le leur ait dit. Mais quelle catastrophe! On retrouve finalement ces choses-là. Et alors,
allez, une génération et demie, ben on retrouve c'est Twitter, Facebook dans tous les sens. Personne ne s'y retrouve réellement, avec des personnes très intéressantes dans la suite des discours que vous avez faits. Milad Douéhi qui nous parle tout à coup d'un humanisme numérique. Alors je vous arrête tout de suite, hein. Je vous arrête, hein. Si vous pensez que numérique, ça veut dire numérisation ou informatique, vous pouvez quitter la salle dès maintenant. Ça n'a rien à voir. Ça a été créé par l'informatique. Le numérique est fils de l'informatique. Mais quelque part, quand on parle du numérique, c'est nous les humains, qui ne lisons plus comme avant, qui ne réservons plus les voyages comme avant, qui ne faisons plus les achats comme avant. C'est nous les numériques, c'est les humains, ce n'est pas les ordinateurs. Mais évidemment, il y a le soutien dont on a besoin. Et aussi, très intéressant, vous avez parlé de donner le temps au temps, le livre d'Arnoud Rosa sur aliénation et accélération, l'un ou l'autre, de nouveau, c'est ce démon à deux têtes qui se trouve là. Et évidemment, ça introduit la question, vous êtes dans cette communauté du savoir, vers de nouveaux rapports au savoir. Et ce n'est pas la peine de s'interroger sur pensez-vous vraiment que c'est fait. Nous sommes dans une société avec de nouveaux rapports au savoir. On avance là-dedans. Alors, vous savez, lui, Héraclite, il avait déjà dit « Rien dans le monde ne demeure un instant, tout change, le changement, etc. » Et puis, vous avez Yuval Noah Harari, Sapiens et les autres, qui a aussi écrit 21 leçons pour le 21e siècle et qui dit, la 19e leçon, « La seule constante est le changement. Vivre avec ce changement. » La loi de Kepler, c'est très bien. Elle est là, elle agit sur les corps qui tournent autour de l'univers, et c'est très important, la loi de Kepler. Mais à part ça, à part ces lois qui régissent les corps matériels, le reste, c'est finalement la gestion du changement. Et donc, de nouveau, dit-il, la capacité la plus importante sera celle d'affronter le changement, d'apprendre des choses nouvelles et de préserver son équilibre mental dans des situations peu familières. Et donc, clairement, les choses sont là, elles sont décrites. Hein. Alors, là, je vais passer très vite. Hein. Le fait de savoir que l'information est accessible dans la Wikipédia, n'est-ce pas, Pascal Caron, hein, l'information est accessible, fait que notre mémoire est en train de dégringoler à toute vitesse. Hein. Notre capacité de mémorisation, c'est fait. Hein. Mes parents, les vôtres aussi, ils connaissaient les dates, les téléphones, les machins, tout par cœur. Maintenant, oups, j'ai oublié mon smartphone. D'accord ? C'est là. Et donc, cette histoire du où et quand, il y a eu des recherches là-dessus, sur ces effets de perte de la mémoire, finalement, mais de retenir quand même le où et le quand de l'information. Donc, c'est le lien, de nouveau, un peu comme dans le connectivisme. Alors, soyez quand même pas trop inquiets avec ça en disant « Oh là là, notre cerveau va changer ». Heureusement, il change depuis la nuit des temps, notre cerveau. Nos ancêtres, les néolithiques ou néandertals, je ne sais plus très bien, ils se levaient le matin, ils allaient chasser, etc. Vous ne faites plus ça, hein. Quel malheur quand même. Hein. Il y a plein de compétences et de capacités que nous avons perdues et notre cerveau a recyclé ces zones finalement pour faire d'autres choses. Avant le 19e siècle, la plupart des gens ne savaient pas lire. L'école n'était pas là. Et notre cerveau, il a bien fallu trouver de nouvelles zones pour y inscrire finalement cette capacité que nous ayons. Donc, quelque part, oui, nos émotions, l'environnement changent notre structure cérébrale depuis la nuit des temps. On a fait des recherches sur les novices en recherche web, les experts, etc. Et on a vu que le novice dans la recherche web, il tape un mot sur Google, il voit une page, il prend la première, il va tout lire. Tandis que l'expert, il va faire sur la page et il va chercher les mots bleus qui lui permettent de cliquer sur des informations qui vont le rapprocher le plus possible de ce qu'il cherche. Nous sommes dans, attention à les mots, dans l'hypothético-déductif. Et on le fait là avec ce réseau. Et donc, quelque part, ça change. Là derrière, il y a ces idées du constructivisme, hein, de Piaget,
qui dit nos connaissances se transforment avec les sollicitations de l'environnement, etc., etc. Malgré tout, à l'heure actuelle, on n'est pas encore doué pour faire deux choses en même temps. On nous fait croire que les jeunes, maintenant, ils font tout en même temps, mais je ne crois pas que ça marche. Et pourtant, regardez un peu ici. Ça, c'est un Science et Vie, je crois que vous connaissez ce mensuel sur les sciences. Vous avez vu un peu? Moi, je ne lirais plus ça. Des colonnes de texte avec une petite photo, là. Et puis, on est en 2009. Regardez ce que c'est devenu. Le texte est toujours là, les petites colonnes en bas, mais on commence à voir des dessins avec du texte à l'intérieur des dessins. Par où je dois commencer ma lecture? Qu'est-ce que je dois regarder d'abord? Vous voyez ces nouvelles capacités qui sont là. Et finalement, ici, on est en 2012. Vous avez vu l'image qui est de plus en plus grande. Le texte est rentré dans l'image. Le texte lui-même est devenu tout petit. Donc, ces histoires-là, elles ont évolué avec nous. On ne s'en est même pas rendu compte. Et pourtant, apprendre, vous le savez bien, c'est des tas de choses. C'est mémoriser, accroître ses connaissances. Vous ne devez pas lire tout ça, ce sera beaucoup trop long. Mais c'est comprendre. Comprendre, j'aime bien ce mot. Cum prehendere. Prendre pour soi. Assimiler quelque part. Ce n'est pas juste redire ce qu'a dit le prof, c'est comprendre, le prendre pour soi. Acquérir des faits, des méthodes aussi, pas seulement des informations livresques. Commettre des erreurs. Oser dire ça dans une école pédagogique, mais c'est scandaleux, quoi. Modifier, dégager du sens, interpréter, comprendre le monde, agir, interagir, travailler avec ses pairs. Vous voyez un peu cette évolution? Et ça, c'est le monde d'avant, quelque part, parce que quand vous voyez les auteurs, là, Aumont, Mesnier, Salzo, Freinet, Mérieux, c'est pas nouveau, ces choses-là. Je retiens de tout ça une seule phrase, on l'a déjà approchée, qui est, relisez-la 2 fois, on apprend toujours tout seul, en soi, mais jamais sans les autres. On n'a pas de chance. Nous, les francophones, on n'a vraiment pas de chance. Le mot « apprendre » signifie 2 choses en même temps. Apprendre pour soi et, ne me frappez pas, enseigner. Qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école aujourd'hui? Ça n'a pas de sens, hein? Qu'est-ce qu'on t'a enseigné aujourd'hui à l'école? C'est pas qu'est-ce qu'on t'a appris, c'est qu'est-ce que tu as appris. En anglais, par exemple, to learn et to teach sont 2 mots tout à fait séparés. To learn something, someone, apprendre quelque chose à quelqu'un, est considéré comme un vulgaire argot. Et nous voulons apprendre à nos élèves des choses. Et pourtant, la distinction, elle est là. Elle est fondamentale. Et évidemment, Michel Serres, je crois qu'il est bien connu ici, Bernard Stiegler, disent pourquoi nous n'apprenons plus comme avant. Voilà la question. L'individu se sent obligé de s'adapter à des technologies qu'il n'a pas créées lui-même, qui ne sont donc pas sociales par essence. Il rajoute, ce n'est pas la technique qui est toxique, ce n'est pas Facebook qui est toxique. Les problèmes, les dérives avec Facebook traduisent notre incapacité, notre incompétence à utiliser valablement ces outils. C'est ça qu'il faut se dire. Sinon, nous n'évoluerons pas. La cause, c'est toujours les autres. C'est les gens qui ont fait Facebook, vous vous rendez compte? Il y a des élèves qui maltraitent leur institutrice sur les réseaux sociaux. Mais ça, Facebook n'a rien à voir avec ça. Ça relève finalement notre incompétence. Ces outils vont trop vite finalement. Et on les utilise n'importe comment. Michel Serres, lui, est beaucoup plus positif. Il dit, avec nos smartphones et toutes ces choses-là, on n'a pas le cerveau vide, parce qu'on pourrait dire, là, on oublie les adresses, les dates de naissance, les titres des articles, etc. On a le cerveau vide. Non, il dit,
on a un cerveau libre. Ça devrait nous permettre de faire d'autres choses. Comme toutes les technologies que l'être humain a inventées, ces technologies nous permettent d'aller plus vite, de frapper plus fort, d'avancer plus vite. Elles ont du potentiel. Mais la nécessité, c'est que nous développions les compétences pour nous adapter à ces outils. Vous voyez, on commence à rentrer dans une sorte de systémique qui est loin d'être déterminée. Avec évidemment ces compétences du XXIe siècle qu'on dit il faut développer ça dans les écoles. Vous avez la pensée critique, la créativité, la responsabilité sociale et culturelle, la communication, l'apprentissage tout au long de la vie. Et un jour, un enseignant m'a dit, un peu dépité, mais ils sont où les savoirs là-dedans? Les disciplines? Ce que j'enseigne? Attention, elles vont apparaître. Là, en périphérie. Anciennement, pas si ancien que ça, 30-40 ans, les disciplines, les savoirs étaient au centre et les compétences étaient périphériques. Hein, c'est pas à l'université à apprendre aux élèves l'esprit critique et tout ça, ben non, tiens. Maintenant, ces compétences sont au centre et les savoirs sont en périphérie. Pourquoi? Parce qu'ils sont accessibles. Ceux-là, je peux aller les chercher. Mais au cœur de cela, moi, je dois développer ce genre de compétences. Alors, je vais passer ceci, hein, si vous allez, ben, vous notez, François TDI, apprendre au XXIe siècle. C'est aussi quelqu'un qui a franchi sciences exactes, sciences humaines, hein, et qui nous parle finalement de la société apprenante, on en a touché un mot. Ben, une société apprenante, c'est une société qui facilite les apprentissages individuels et collectifs pour que les savoirs et expériences des uns permettent à d'autres d'apprendre et d'innover plus facilement. Votre idée Trésor, la communauté des savoirs, c'est là-dedans que ça se niche. Hein. Donc voilà, je ne vais pas aller dans tous ces détails, c'est simplement pour que vous ayez quelques mots-clés et dire, tiens, oui, ça, François Tadi, je pourrais regarder, il y a chaque fois des liens, la TADI-2007, qui permettent d'aller. Alors, les fondements pédagogiques, je vais vite, Pascal en a déjà parlé. Ben, cette idée, finalement, de l'alignement entre les objectifs, les méthodes, l'évaluation, vous connaissez ça depuis plus longtemps. Ce n'est pas suisse, ce n'est pas belge, ce n'est pas français, c'est John Biggs, un Constructive Alignment, qui a travaillé là-dessus. Et comme moi, je devais m'intéresser aux outils, aux impacts éventuels des outils, ben, j'ai rajouté là un haut d'outils qui permettait de dire ce qu'il faut trouver, c'est la cohérence entre qu'est-ce que vous voulez faire, comment les élèves vont-ils y aller, comment vous allez savoir qu'ils sont arrivés, et qu'est-ce que les ressources, les outils peuvent jouer dans ce système. Alors, les objectifs, je vais très vite. Hein, les gens qui ont parlé, ben, vous savez ce qu'on enseigne à l'école aujourd'hui. Ben, les élèves ont rencontré des tas d'autres choses, de tas de cheminements. Là, on a Andreas Schleicher, directeur à l'OCDE. Il est venu en Belgique. Oh là là, il s'est fait un peu huer, parce qu'en Belgique, pas en Suisse. Il a dit, vous avez des élèves du XXIe siècle, des enseignants et une pédagogie du XXe, c'est vrai, hein, Piaget, les autres, et une organisation du travail du XIXe. Il y a du boulot, hein, vous allez creuser un peu Andreas Schleicher, etc. Il a dit l'enseignement belge fonctionne comme une usine. Je ne sais pas en Suisse, je ne connais pas assez, mais voilà. Ce qui est intéressant, on est dans une HEP ici, c'est de voir qu'entre 90 et maintenant, il y a eu des évaluations. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la pédagogie, on m'a dit, Marcel, les objectifs, c'est très simple. Tu commences par un sujet, un verbe et une action. L'étudiant sera capable de synthétiser un texte de Camus ou quelque chose comme ça. On est là, et pour moi, capable de, c'est la notion de capacité qui est là. 10 ans après, ce mot-là qui fait encore vibrer est arrivé, les compétences. C'est non seulement avoir des savoirs et des savoir-faire, à la limite, mais pouvoir les utiliser dans un contexte donné. Contexte donné, vous connaissez les mots situation, problème, projet, etc., etc. Et depuis 2010, ces mots objectifs, capacités, compétences sont un peu mis de côté par ce concept de
learning outcomes, traduit en français par acquis d'apprentissage, non seulement ce que l'élève sait, est capable de faire dans différentes situations, mais, tenez-vous bien, c'est à lui de le prouver. Autrement dit, à l'évaluation, ce n'est pas le prof qui va dire qu'est-ce que tu as retenu de mon cours? Est-ce que tu peux me citer les 3 principes du modèle 2, etc. Non, non. Le prof va dire qu'est-ce que tu as fait avec mon cours? Et donc, cette idée de la pédagogie par situation, par projet, arrive là, évidemment. Et vous avez vu, c'est une question de 20 ans. Mais ça prend du temps. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec le numérique? Mais tout. Parce que si l'élève doit faire la preuve d'eux, il doit être capable de faire des diagrammes, de faire un rapport, d'aller chercher de l'information, de mettre tout ça en ordre, etc. Alors, évidemment, on parle de beaucoup de choses. Le Forum économique mondial qui nous dit, de nouveau, compétences du XXIe siècle, esprit critique, créativité, communication, mais aussi initiative, etc. Voilà les choses qu'il faudrait mettre. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais ce n'est pas à l'université de faire ça, Ça doit être fait dès le secondaire. Le secondaire dira « Ah, mais ce n'est pas à nous de le faire, c'est à l'école primaire. » Et le primaire dira « Ce n'est pas à nous, c'est les familles. Arrêtez, s'il vous plaît, vos petits jeux. » Il est grand temps que le primaire, le secondaire, le supérieur, les familles travaillent dans une communauté d'apprentissage où les expériences des uns et des autres viennent renforcer, etc. Tout ça est extrêmement lié. Et je lisais, vous voyez, il n'y a pas longtemps, le 16 août 2023, un article sur les 5 compétences que l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer. Autrement dit, les compétences qu'il est absolument nécessaire d'avoir si on veut utiliser et faire utiliser l'AI, on retrouve l'intelligence émotionnelle, la créativité, la pensée critique, les compétences interpersonnelles. On retrouve tout ça et on sait ça depuis des années. Et je suis désolé, mais dans la plupart des cas des institutions chez les enseignants, on ne voit rien bouger. Je ressors mes acétates d'il y a 20 ans et en avant. Je communique les savoirs. C'est d'ailleurs mon devoir. Il faudra peut-être changer les choses. Alors encore ici, une porte ouverte, éduquer pour un monde problématique. On retrouve ces idées-là qui sont là, de Michel Fabre, où il parle de la carte et de la boussole. Important de connaître la carte, de regarder la carte Michelin, mais aussi important de savoir utiliser la boussole, parce que dans une mer agitée, la carte ne peut plus servir à rien. Vous voyez un peu l'esprit de ce document. Alors, j'ai parlé des objectifs, maintenant on va parler des méthodes, dans cette recherche de cohérence. Il y a déjà, tu as sorti là, un livre Théorie et méthode, je le ressors aussi, il n'est plus édité, donc allez voir sur eBay, il coûte cher. 2002, où je disais, pour que le numérique, à l'époque on disait l'informatique ou le multimédia, puisse avoir des effets dans l'éducation, la classe en bloc doit être divisée en des petits groupes qui travaillent sur des sujets. Les leçons et les cours et les conférences, facilitation, mise à disposition de ressources, accompagnement. S'adresser aux meilleurs étudiants ou à tous. La notion de test et d'examen qui se transforme finalement à l'évaluation à partir de production. Souvenez-vous de ce que j'ai dit. La différenciation, les structures coopératives, voilà, c'était déjà écrit, je ne suis pas sûr qu'on ait acheté les quelques livres que j'avais écrits. Pour moi, je résume, je vais vite, former, ce n'est pas transmettre des savoirs, ce n'est pas proposer des situations, c'est plus englobant que ça, c'est donner à l'élève des situations dans lesquelles il va pouvoir apprendre. Basta avec le reste. Un jour, quelqu'un m'a dit, on voit bien que vous êtes un constructiviste. J'ai dit, pas du tout, regardez ma phrase. Si vous pensez que pour tel point de matière, ce n'est pas la peine que les élèves se mettent en groupe à essayer de faire le problème, etc., mais que vous trouvez que la meilleure façon d'apprendre pour les élèves, c'est de leur donner un cours, ça correspond à ma définition. Ça dit simplement qu'il faut élargir le scope quelque part. Alors, Albert disait la même chose, paraît-il, donc je suis très content. Et Michel Serres aussi qui dit,
Arrêtez peut-être de transmettre, tout est transmis. Un jour, il y avait un prof à Louvain, troisième principe thermodynamique, les structures complexes dissipatives, qui arrive avec sa superbe. On ne trouve rien sur Internet. En 10 minutes devant lui, je lui ai trouvé 3 syllabus, des diapos, des PDF de livres, etc. Donc, quelque part, parce que les profs ont peur de ça, hein, ils vont devoir créer eux-mêmes des ressources. Mais arrêtez votre superbe, elles sont là, les ressources, utilisez-les. Vous voyez, donc, toutes ces idées-là qui arrivent dans cette notion de classe inversée. Ici, je parle de la bibliothèque de l'École centrale de Lyon, où on a mis cette pensée de Michel Serres, où il dit « Il faut fréquenter les bibliothèques, il faut fréquenter ces lieux de stockage du savoir, mais il faut surtout savoir les quitter, parce que sinon, vous ne ferez qu'écrire des livres sur les livres. » Donc, oui, vous comprenez bien mon discours, je ne suis pas en train de vous dire l'enseignement, il faut plus ça, les élèves vont apprendre par eux-mêmes, il y a maintenant des ressources partout. Non, non, je dis comment on va finalement agencer, interagencer tout cela. Alors j'en arrive, je reprends mon concept de la classe inversée, les vidéos à la maison, les devoirs en classe, toutes ces choses-là, avec un concept que j'ai inventé, qui a été suivi ou pas grave, mais qui est celui des classes inversées au pluriel. Pourquoi? Parce que je me suis très vite rendu compte que les enseignants qui me disaient « je fais la classe inversée », quand ils me racontaient ce qu'ils faisaient, c'était tout autre chose que mettre des vidéos à disposition et demander aux élèves de les regarder et de faire des travaux pratiques ensemble. Ce que je vous ai expliqué sur la classe inversée, là, il y a 20 minutes, c'est ce que j'appelle le type 1. Or, la classe à distance, les élèves prennent connaissance, j'aime bien ce mot, prennent connaissance de la matière, des textes, des vidéos, et en classe, on fait des exercices, des travaux pratiques, etc. Ça, c'est la classe inversée. Je me suis rendu compte très vite que des enseignants me disaient tout autre chose dans leur rapport présence-distance. Ils disaient, moi, lors d'un cours, je leur dis, ben voilà, on va faire un groupe A, un groupe B, un groupe C, un groupe D, E, F, G, etc. Avec les plateformes, Moodle et autres, c'est très facile à faire. Et le groupe A, vous allez voir, je vous demande de travailler tel sujet, d'aller chercher de l'information sur tel sujet. Le groupe B sur tel sujet. Le groupe C, de trouver des applications de ce sujet. Le groupe D, de trouver un article scientifique sur ce sujet, etc. Je vous donne 2 semaines, on se retrouve dans 2 semaines, et chaque groupe vient me rapporter ce qu'il a trouvé, vient rapporter aux autres ce qu'il a trouvé. Et donc, explorer les contextes, chercher des ressources, et en classe, analyse, synthèse, débat, travaux de groupe, etc. Vous voyez que c'est différent. Hein? Dans le type 1, c'est le prof qui donne une ressource, les élèves regardent la ressource, et en classe, on fait des exercices sur la ressource. Dans le type 2, il y a de l'ouverture. On ne dit pas au type 1 exactement ce qu'il doit faire. Vous devez trouver des ressources sur tel sujet, et puis vous viendrez les présenter à l'ensemble de l'amphi. Ce n'est pas moi qui l'invente, hein. J'ai trouvé dans des recherches que j'ai faites sur ça. Et finalement, j'en suis arrivé à dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un idéal là-dedans? Le prof qui dit ce qu'il faut faire, qui donne les vidéos, et les élèves, finalement, qui cherchent l'information eux-mêmes, est-ce qu'on ne peut pas trouver des conjonctions entre les deux? Et j'ai trouvé, effectivement, des enseignants, souvent en sciences humaines d'ailleurs, qui faisaient tout ça. Regardez bien. Je vais prendre les 2 premiers blocs de type 2, explorer les contextes, et en classe, présentation, etc. Je les mets comme ça. 1, 2. Ensuite, je prends prendre connaissance de la matière au travers de vidéos, et ensuite les applications. 3, 4. Et je me dis, ça, c'est 4 façons de considérer l'enseignement. Dire aux élèves, allez chercher des infos, ramenez-les, travailler avec les groupes qui présentent aux autres, etc., donner des éléments piliers centraux au travers des vidéos, et finalement faire des applications. Et je trouvais que ça, c'est ce qu'on appelle les classes inversées. Il y a des moments où c'est le savoir de l'enseignant qui prime, au travers des textes, des vidéos, voire d'un petit exposé,
Et à d'autres moments, c'est la recherche par l'étudiant d'éléments de savoir qui priment. Et tout ça devrait fonctionner gentiment. Je vais vite ici. On change les rapports au savoir, puisqu'on passe des savoirs transmis par les professeurs au savoir au travers de vidéos, au savoir récolté par les étudiants, et des changements de rôle aussi, n'oubliez pas, changement de rapport au savoir, mais changement de rôle. L'enseignant fait tout, il donne son cours, l'enseignant propose des travaux pratiques, et finalement, les élèves font le cours pour les autres élèves. Enseigner n'est-il pas la meilleure façon d'apprendre? Et donc on retrouve finalement ces différents types. Le type 1, les vidéos, les travaux pratiques en classe. Le type 2, les savoirs récoltés et les étudiants construisent, etc. Alors, en avant, donc ça c'est une proposition pour aller vers la classe, appelez-la les classes inversées ou les classes de HEP Béjune, ça ne m'intéresse pas, c'est de savoir cette coordination entre intervention des profs, des élèves, les savoirs extérieurs, les savoirs de la bibliothèque, c'est cet élément-là. Alors, je me suis rendu compte après que ça existait depuis longtemps dans ce qu'on appelle l'apprentissage expérientiel de David Kolb, qui disait ce qui est important, c'est l'expérience concrète, explorer les savoirs, c'est le partage d'observations réflexives, d'échanges, etc. C'est la généralisation, la modélisation, la théorisation, et puis finalement, les applications, les projets, ce genre de choses. Donc voilà, ce sont des idées anciennes, mais qui sont rebalancées avec les classes inversées qui sont nées parce que le numérique a amené des possibilités au travers des plateformes, des vidéos, etc., de certaines formes d'enseignement à distance. Et donc, évidemment, avec des croisements, qu'est-ce qui se passe en classe, qu'est-ce qui se passe en dehors de la classe, et toutes ces choses-là. Remarquez bien, vous connaissez la taxonomie de Bloom, Benjamin Bloom, etc. On est quand même, il y a très très longtemps de cela, qui nous dit il faut commencer par mémoriser, ensuite appliquer, ensuite on peut analyser, évaluer, créer. Le petit Marcel Lebrun qui disait à ses profs, monsieur le professeur, c'est vraiment bien les équations différentielles du deuxième degré avec termes constants, mais ça sert à quoi? Et combien de fois on m'a répondu, tu verras plus tard. Eh bien, mesdames, messieurs, avec les élèves d'aujourd'hui, votre tu verras plus tard, ils iront chercher ailleurs surtout. Ça, c'est fondamental. Et donc, important de faire revenir les contextes dans les savoirs. Moi, on m'a parlé mais de Kepler, de Schrödinger, d'Einstein, on ne m'a jamais expliqué qui c'étaient ces personnes-là. Qu'est-ce qu'Einstein avait fait au niveau politique lors du développement de la bombe atomique? Ce que tel savant Kepler a travaillé avec Tycho Brahe aux Pays-Bas. Lui qui était polonais, il a travaillé en réseau avec d'autres pour voir les trajectoires de Mars. On ne m'a jamais expliqué. On a dit, il y a les 3 lois de Kepler. La première, les planètes parcourent autour du Soleil sur des ellipses. Mais ça se trouve tapé dans Wikipédia. Par contre, la vie, l'humanité qu'il y a derrière ces personnes, elle doit être là. Bloom sur sa tête, parce que moi je dis, oui, de temps en temps, il faut partir des savoirs pour aller vers les cas concrets, mais dans d'autres cas, il faut aller des situations problèmes pour retrouver les savoirs. Et je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre, je vous dis que c'est les deux en même temps. Ça, c'est fondamental. Alors, réconcilier l'école. Ici, je vais aller très vite, vous allez trouver ça. J'ai eu la chance de participer à un projet européen, ISUP, qui a essayé de voir dans des dizaines, des centaines d'universités, des dizaines, des centaines de cours, où les profs disaient « moi, je fais de l'enseignement hybride », qu'est-ce qu'ils faisaient exactement? Et vous voyez, on a travaillé avec Fribourg, Genève, il y avait Louvain, Luxembourg, Rennes, etc. On a travaillé. Alors, je ne viens pas dans cette recherche, mais on a essayé de voir sur différentes composantes qu'est-ce que les enseignants faisaient dans leurs cours. On a trouvé qu'il y avait différentes configurations d'enseignement, différents types d'activités qui étaient présentes dans un type de classe, pas dans d'autres. À partir de ça, on a dit
il y a 3 configurations types. La scène, l'écran, le cockpit. La scène, c'est ce que je fais ici. Un tout petit peu l'écran quand même, d'accord? Le cockpit, c'est la plateforme web où il y a des ressources finalement à disposer. Ce sont des configurations centrées sur l'enseignant. C'est l'enseignant qui donne le cours, c'est l'enseignant qui monte son diapo, c'est l'enseignant qui met à disposition des ressources. Par contre, on a trouvé 3 autres configurations. L'équipage, l'enseignant travaille avec les élèves sur des problèmes, les guides, etc. Oui, tu dois dresser telle voile, attention au cap, etc. etc. Vous savez, le sage on the stage, le sage sur l'estrade, ou le guide on the side, le guide qui est derrière et qui dit non, attention, là tu... Voilà. L'équipage, le métro, on est dans une sorte de forme d'enseignement programmé. Quand tu arrives à telle chose, tu vas là. Si tu penses ceci, tu lis plutôt ça. On est un peu dans le livre dont vous êtes le héros, si vous voulez. Et finalement, l'écosystème, c'était finalement tous ces types réunis où l'enseignant faisait tout ça. Il donnait des cours, il y avait des recherches par les étudiants, il y avait des parcours, il y avait des vidéos, etc., etc. Avec évidemment une centration forte sur centration apprentissage qui était là. Eh bien, mesdames, messieurs, voici ce que nous avons mesuré, parce que non seulement on a été interroger les profs dans les universités sur leurs cours, mais ensuite on a interrogé les élèves de ces profs par rapport à qu'est-ce qu'ils pensaient au niveau des activités, de la motivation, des ressources, etc., etc. Eh bien, ce qu'on a constaté, vous avez là les 3 premiers types, souvenez-vous, hein, la scène, l'estrade, etc., etc. Les types suivants, et voilà les différents facteurs d'apprentissage, facteurs, ceux qui font l'apprentissage tel que perçu par les étudiants. Alors, je sais bien qu'en territoire francophone, quand ce n'est pas de la littérature anglo-saxonne, c'est pas bon, mais ça, c'est de la littérature européenne, et il y a peu de gens qui connaissent ISUP. Je vous le dis comme je le pense, n'est-ce pas? Et là, on voit des effets sur l'apprentissage où ce mélange finalement de phases d'enseignement, d'activités, d'exercices, de recherche d'informations, ce design pédagogique-là est beaucoup plus actif sur la manière dont l'élève perçoit les apprentissages. Alors ne venez pas avec la question, est-ce que les notes sont meilleures? Sincèrement, je m'en fous complètement. L'important, c'est que j'ai donné à ces élèves des goûts pour continuer à apprendre toute la vie durant. Peut-être que le système de notes, c'est lui qu'il faut mettre en question. Maintenant, qu'il soit là, parce que l'élève a besoin d'un feedback, je n'en doute pas non plus. Vous voyez, donc il y a cet équilibre à trouver. Alors, on se dirige vers la fin de cet exposé en vous disant que des hybridations, il n'y a pas que l'hybridation présence-distance, mais il y a des hybridations savoir-connaissance, savoir-compétence, formel, informel, ce qui est acquis de manière formelle dans la classe, ce qui est acquis de manière informelle dans d'autres lieux, confusion, enseigner, apprendre, formation initiale, formation continue, synchrone en même temps ou asynchrone, c'est l'un ou c'est l'autre, non, c'est tout à la fois. Oui, oui, nous vivons dans un monde compliqué, oui, oui, tout à fait. Et nous devons entraîner nos élèves à vivre dans un monde compliqué, je pense que c'est la leçon, mais besoin de penser. Alors les outils, je vais aller assez vite, c'est mon dernier point. Avec ça, hein, qu'est-ce que ça nous a tiraillé? Les pays qui ont consenti d'importants investissements d'éthique, technologie de l'information et de la communication, dans le domaine de l'éducation, n'ont enregistré aucune amélioration notable des résultats de leurs élèves en compréhension de l'écrit, en mathématiques et en sciences. Basta, je vous quitte, tout est terminé, on oublie le numérique. Rapport PISA de, je crois que c'était aux alentours de 2015-2016. Quelques réflexions par rapport à ces outils, hein, le rôle des outils. Première chose, c'est les enseignants qui me disaient qu'ils utilisaient des outils. J'ai souvent constaté qu'ils faisaient la même chose qu'avant avec les nouveaux outils. Autrement dit, ils ont des plateformes, des Moodle, Moodle, et qu'est-ce qu'on voit? Ils déposent des documents dans Moodle.
Quand j'étais étudiant, on allait chercher les syllabus, on appelait ça à la coopérative, on avait les photocopies pour 2 francs 50. Quoi. Maintenant, on doit les prendre sur la plateforme. Quoi. Ouais, ils vont mieux apprendre de les voir. Aucun sens. Deuxièmement, on me parle des résultats des élèves. On dit les notes n'ont pas changé. C'est déjà bien qu'elles n'aient pas changé. Elles auraient pu diminuer. Parce qu'avec ce numérique-là, où les élèves cherchent des informations, travaillent en groupe, mon Dieu, quelle perte de temps, ils ne vont plus rien apprendre. Ça aurait pu diminuer, non. Pas d'amélioration notable, statu quo. Mais malgré tout, ce n'est pas dans ces notes-là que se nichent les véritables compétences. Comment vous allez évaluer par rapport à des notes standardisées, la pensée critique, le travail en groupe, ces choses-là, c'est extrêmement compliqué. Oh, pardon. Et troisième chose, et dernière, on nous parle du numérique, mais forme-t-on vraiment les élèves à ces compétences-là? Oui, oui, chez nous, il y a un cours d'informatique, n'est-ce pas? Je ne vous parle pas de ça. Je ne veux pas qu'ils sachent construire des réseaux, moi. Je veux qu'ils soient capables de faire preuve d'esprit critique, de partager l'information, d'échanger, de distinguer le vrai du faux, de concevoir un rapport, d'utiliser des graphiques, enfin, ces choses-là. C'est ça la pensée numérique, il est là le numérique. Si on ne fait pas ça, la fossilisation des pratiques, c'est-à-dire refaire la même chose qu'avant avec les nouveaux outils, nous guette. Alors Pascal qui m'avait parlé d'un dessin qui m'a été piqué 1 million de fois, que j'ai pourtant conçu avec l'aide d'un dessinateur, à partir d'une phrase en anglais trouvée dans un livre. Mesdames, ça ne vous vise absolument pas, parce qu'on me dit, oui, mais c'est des femmes. Arrêtez, s'il vous plaît. Regardez l'aspirateur. Et cette idée-là, c'est l'idée que, anciennement, on utilisait une tapette pour battre les tapis, maintenant on a des aspirateurs et on fait la même chose qu'avant. Et on veut me parler, est-ce que ça marche mieux qu'avant? Ben non, ça doit marcher moins bien, vous le savez bien. L'idée qui a été dans toute ma conférence, c'est que le numérique peut avoir des effets sur la pédagogie, peut contribuer au développement pédagogique des élèves, aux apprentissages. Mais ne pensez pas que ça va aller comme ça. Oh, on a eu le Covid, il y avait le monde d'avant, le monde d'après. Plus rien ne sera comme avant. Tout est resté comme avant, mesdames, messieurs. Pensez que ça va aller comme ça? Vous pensez que mettre des ordinateurs dans une classe, tout à coup, les élèves vont apprendre? Mais qu'est-ce que c'est que ce fétichisme qui est encore là? C'est incroyable. Ce n'est pas tellement une question d'outils, c'est une question d'usage, c'est une question de valorisation, d'adoubement de l'élève pour qu'il puisse davantage apprendre par lui-même, parce que vous n'arrêtez pas de me dire que dès qu'il aura fini l'école, il va devoir continuer à apprendre toute la vie durant. Et donc cet entraînement-là qui est fondamental. Et donc oui, il peut y avoir un effet du numérique sur la pédagogie, mais ça nécessite que la pédagogie change pour accueillir le numérique et lui donner tout son potentiel de reformation. Ça va? Ça, c'est le cœur de la pensée. L'effet déterministe, on met des ordinateurs, les notes vont améliorer, vous oubliez ça, c'est pas ça. On est dans des pensées qui doivent être fixées. Alors, un monde qui change, ben voilà, je termine par ça. Hein. Vous savez bien qu'en philosophie, ben, il y a deux grands, il y en a des milliers, mais deux grands courants, les rationalistes, hein, le monde des idées, le monde des modèles, des théories, des concepts. Vous reconnaissez les tenants de cela. Et de l'autre côté, il y a ben, les empiristes, hein, le monde des faits, de la réalité, non pas des concepts, mais des percepts, de l'expérience. Et souvent, encore maintenant, hein, ces écoles philosophiques, elles se tirent dedans. Non, ce qui est important, c'est la construction des idées. Non, l'important, c'est de comprendre ce qui se passe dans la situation humaine telle qu'elle. Ben, de nouveau, moi je dis, ben oui, il y a le behaviorisme, hein, les savoirs qui sont là-haut à transmettre en bas aux élèves, top-down, souvenez-vous. Et de l'autre côté, ben, on a plutôt le constructivisme, hein, bottom-up, partir des savoirs des élèves pour relever leurs connaissances vers des savoirs davantage normalisés, l'un contre l'autre,
je ne l'ai jamais pensé. Cette idée me fait peur, simplement. Je pense que, de nouveau, ce qu'il faut essayer de trouver, comme dans mon cycle de Kolb, c'est finalement arriver à mettre les deux, parce que je ne peux pas croire que ni l'une ni l'autre, le behaviorisme reste important dans la reproduction, c'est un acte technique très important, et d'autre part, si on n'est qu'en behaviorisme, les idées, on n'écrira que des livres sur les livres, comme Michel Serres. Alors, quelques articles, Pascal vous a montré le livre Classe inversée, on ne le trouve que sur eBay. Des articles là, dans The Conversation, article en français, quelques pages qui résument finalement toutes ces idées, et aussi l'article dans Éducation et formation, où j'ai travaillé sur les différents types de classes inversées, en montrant que ce n'était pas qu'une construction dans le monde des idées, mais que ça correspondait bien au monde des faits. Sur la classe inversée, vous allez voir, on a le livre un peu pionnier, Berkman-Cessab 2016. On a le livre d'Ariane Dumont qui est parmi nous et Denis Berthiaume sur la pédagogie des classes inversées. Le livre de Marie Soulier qui s'adresse plus à l'école primaire, 2022. Lebrun-Lecoq, la classe inversée de Heit, Odo et Lyria, plus sur les cours de français. Donc vous voyez, ce n'est pas qu'un truc pour les scientifiques. Et aussi Jean-Charles Caillé, qui est sans doute déjà passé ici, que vous connaissez, avec son idée de classe renversée, qui a encore porté davantage le type 3 dont j'ai parlé tout à l'heure. Une petite plaquette que vous pouvez télécharger pour relire tout ça à votre aise. Et merci pour votre attention. J'ai dépassé mon temps, mais nous avons du temps pour interagir. Je vais revenir juste sur un transparent. Merci de votre présentation. C'est un transparent que vous avez présenté précédemment, qui présentait d'un côté l'empirisme et le côté théorique. Donc dans le côté théorique, si je comprends, parce qu'on est passé vite, c'est le savoir. Et est-ce que les compétences, ça ne serait pas le mot savant pour l'empirisme? J'adore, vous savez, quand on donne des grands coups comme ça, c'est vrai qu'il y avait ces deux bandes là qui interagissaient. Oui, bien sûr, ce qui est... Excusez-moi, je peux en parler pendant des heures sur la différence, mais effectivement, pour moi, les savoirs, ce sont ces connaissances qui sont normalisées, qui sont médiatisées, ça peut être dans des livres, etc., qui sont gravées dans le béton quelque part, et de l'autre côté, il y a la vie, les contextes, les concepts, les empiriques, les compétences, puisque les compétences, c'est être capable d'utiliser les savoirs dans différents contextes. Et donc, cette idée de compétence, elle fait bien quelque part ce lien, elle n'exclut pas les savoirs. Là, beaucoup de personnes disent, oui, mais avec les compétences, les étudiants ne connaîtront plus rien. Mais non! Si vous regardez la définition de Jacques Tardif, une compétence, c'est un savoir agir, complexe, c'est pas facile, qui prend appui sur une variété de ressources mises à disposition. Donc on a bien ce chemin entre, on va encore être plus simple, monsieur, entre les savoirs et les savoir-faire, hein, mais en mettant quand même une coloration savoir-être, savoir devenir, savoir se mettre en projet, etc. Ça répond un petit peu? J'ai une autre question, s'il n'y en a pas d'autres. Quand on parle de compétences, on va mettre une échelle, et l'échelle, c'est performer. Non, je ne pense pas. Il y a de ça, n'est-ce pas? Il y a de ça, c'est de plus en plus performant. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'il y a peut-être, au bout de l'échelle, davantage d'humanité aussi. Une sorte d'échelle d'humanité, une sorte d'échelle de reliement, je ne sais pas si le mot existe, ou de liaison, de reliement avec les contextes, la vie des gens, etc., etc.
Et donc, je pense que derrière cette idée de quelqu'un de compétent, j'ai fait du latin dans ma vie, compétence pour moi c'est competere, prendre des choses là-bas, là-bas, là-bas et les mettre ensemble. Et réorganiser une structure significative à partir d'éléments qui viennent de contexte, de théorie, de quelqu'un m'a dit, etc. Et d'être capable finalement de reconstruire un objet stable, cohérent à partir de cela. Voilà. Quelqu'un de compétent dans le monde de finance, il va prendre les données de l'entreprise, il va prendre des éléments qu'il a appris à l'université, il va prendre des éléments dans une vie antérieure où il a été dans une autre entreprise, et il va refusionner tout ça pour faire un nouveau plan d'action. Je pense qu'on est là. Et donc il y a aussi une notion, je disais, d'humanité, je comprends c'est beaucoup trop large, mais peut-être d'ouverture aussi. Regardez la taxonomie de Bloom, hein, elle part de mémoriser, fidèle au savoir, et elle arrive au-dessus, la nouvelle taxonomie, à évaluer, créer. Vous voyez un peu ce chemin. Oui, j'aurais une question sur les classes inversées. Donc le concept, je le trouve intéressant et merci pour la présentation qui permet de mettre un peu de clarté aussi sur ce concept. Maintenant, une des problématiques très concrètes auxquelles on peut être confronté comme enseignant, c'est l'investissement en temps que les étudiants vont faire en dehors du cours. Comment est-ce qu'on gère ça? Alors, le rapport au temps. Je reviens près du micro. Le rapport au temps, c'est extrêmement important dans le concept des classes inversées. Alors, les classes inversées s'appuient sur la notion de compétence, puisque les étudiants doivent chercher l'information, la mettre en forme, la partager avec d'autres, etc. Les compétences touchent aussi à l'approche programme. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Quand on parle des acquis d'apprentissage, learning outcomes, on dit bien, il n'est pas possible de faire tous ces learning outcomes, développer les compétences transversales pour aller vite, si on garde tous les cours comme ça. Un jour, dans une haute école en Belgique, les hautes écoles en Belgique sont des écoles, professionnelles en 3 ou 4 ans. Un enseignant est venu me trouver en disant « Mais comment mettre les classes inversées là-dedans ?» Et il m'a mis sous les yeux le programme des élèves, des étudiants. Lundi, toute la journée, cours, travaux pratiques, cours. Le mardi, travaux pratiques, cours, travaux pratiques. Chaque jour était occupé. Mais bon Dieu, laissez-les apprendre. Arrêtez d'enseigner tout le temps. Donc, il faut revoir le programme, pas que le programme de votre cours, mais le programme de tous les cours en même temps, pour voir des évidences, il n'y a pas de redite, etc., etc., pour élaguer ce que l'étudiant va vraiment avoir besoin et d'autres choses. Si vous saviez, mais comme physicien nucléaire, tout ce qu'on m'a fait apprendre, qui ne m'a jamais servi à rien, mais à rien du tout, à part l'apprendre par cœur et le redire au prof le jour de l'examen. Et il avait une mémoire phénoménale. Moi, je voyais le livre quand le prof me posait une question. Mémoriser. Et donc, il faut revoir les articulations de temps, non pas dans votre cours, dans le programme. Maintenant, au niveau de la gestion plus locale dans le cours, ce que moi j'ai fait de manière tout à fait drastique, je donnais par exemple des cours, je ne sais pas moi, 30 heures, 2 fois 15 heures, enfin 15 cours de 2 heures plutôt, j'ai décidé que le cours 1, je ne donnais pas cours. Les étudiants prenaient conscience de vidéos et cherchaient de la documentation sur tel sujet. Au deuxième cours, je répondais aux questions, les élèves ayant écrit les questions dans un forum sur la plateforme, je reprenais les questions des élèves et je les traitais. On m'a posé la question 2, voilà, c'est peut-être parce que tel modèle n'a pas été bien compris, etc. Le troisième cours, je faisais des groupes, comme je vous ai dit, je donnais des thématiques et je disais, vous travaillez comme vous voulez, mais le 14e et le 15e cours, ce sera la présentation des travaux des groupes, des projets, et ce sera en même temps la période de l'examen, voir si vous êtes capable de creuser un projet, de le présenter. Donc moi, j'avais reconstruit finalement cette activité avec,
je ne dis pas ici, ailleurs, je ne connais pas assez, mais à Louvain, on a une grande liberté de méthode. Si on veut que tout le cours se fasse en e-learning, on peut le faire. Si on veut qu'il se fasse de manière hybride, on peut le faire. Évidemment, il faut donner des degrés de liberté aux enseignants sur l'organisation de leur programme pour rendre possible une épreuve pareille. Alors, le temps que ça prend aux enseignants, moi, rien du tout. Mais rien du tout. Hein. Quand je donne des profs de manière traditionnelle, ben, c'était déjà rien du tout parce que j'utilisais les transparents de l'année précédente dans le cours suivant en rajoutant un S par-ci et en changeant une référence par-là. Au niveau des classes inversées, mesdames, messieurs, j'ai créé quelques ressources, quelques 2 ou 3, mais tout le reste, j'ai utilisé des ressources web. J'ai dit par exemple dans un cours sur la motivation, ben, comme je fais là, avec les adresses en rouge, vous allez voir là une discussion entre Philippe Mérieux et Jacques Tardif qui est sur YouTube et ils vont vous parler des compétences. Vous regardez ça et vous me dites les 3 idées clés que Jacques Tardif a mis en avant et les 3 idées clés que Jacques Mérieux, et moi je travaille là-dessus au cours prochain. Et les élèves m'ont mis dans les forums les 3 idées de Jacques Mérieux, etc. Et je suis parti de ça pour construire mon cours. Je ne suis pas le seul à faire ça, hein. Ce sont des choses qui sont possibles. Donc au niveau création de ressources, avoir une bonne plateforme. Parce que si vous n'avez pas de plateforme, et je faisais des classes inversées depuis 95, je pense, sans plateforme, c'était de la folie. Hein. J'arrivais dans l'amphi avec des piles de feuilles photocopiées et je disais, tel paquet c'est pour le groupe A. Passez, ah, tu es dans le groupe A, non, moi c'est B, etc. Et telle feuille, etc. Maintenant, je mets les ressources dans le groupe A, dans le groupe B, sur la plateforme Moodle ou autre, c'est fait, hein. C'est fait, je ne dois même pas aller faire des files de photocopie, de trucs, de feuilles, etc. Donc, quelque part, les classes inversées, c'est différent de la technologie, mais ça s'appuie. C'est parce qu'il y a des vidéos que nous pouvons le faire, voyez-vous. C'est parce qu'il y a des plateformes. Il faut s'appuyer là-dessus et travailler en termes de design, c'est-à-dire vous dire, j'ai un cours de 2 heures toutes les semaines, voilà ce que je fais chaque semaine ou que je demande à faire par les étudiants. Voilà. La première année, bien sûr, ça va vous demander un peu plus de temps parce qu'il faudra chercher les vidéos, les ressources, les activités que vous allez demander. Les années suivantes, ben, c'est comme avec mes diapos, hein. Je vais en changer de temps en temps une vidéo qui n'était pas bonne, j'en ai trouvé une meilleure, etc. Voilà. Maintenant, si comme beaucoup d'enseignants, vous voulez faire vous-même toutes les vidéos, je vous bénis, ça va vous demander énormément de... Selon vous, Monsieur Lebrun, dans combien de temps les cours magistraux en amphithéâtre vont-ils disparaître? Pardon, la fin. Les cours magistraux en amphithéâtre, selon vous, dans combien de temps vont-ils disparaître? Ça dépend des pays, des enseignants, des institutions. Vous savez, quand le livre a été inventé, on a dit, c'en est fini de l'écriture et ces choses-là. Ça a toujours resté. Quand je ne sais pas moi, le cinéma est apparu, on a dit c'est la fin du théâtre. Donc on parle de ça, donc je redis peut-être pour le son. Donc on a toujours dit qu'une innovation allait complètement chasser une autre, que la pédagogie active allait faire en sorte qu'il n'y allait plus avoir d'amphi. Certains m'ont dit ah mais il n'y aura plus d'enseignants non plus. En 1982-83, c'était l'époque des premiers micro-ordinateurs. Commodore, Thomson et ça, vous savez, avec une TV à cassette. Il y avait des enseignants qui venaient déjà me trouver en disant, la voix un peu chevrotante, hein, est-ce que vous pensez qu'avec ces machines-là, un jour, l'enseignant va disparaître? Et je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit oui. Si des enseignants me posent une question pareille, il y a beaucoup de chances qu'ils disparaissent.
Parce que si l'enseignant n'est là que pour transmettre, il est déjà remplacé. Je vais fort, je sais bien, je dis ça pour marquer un peu l'idée, mais non, je ne pense pas que... Vous savez, dans l'idée des classes inversées, j'en ai fait, je vous l'ai dit depuis 1980, 85, 90, j'ai vraiment commencé les classes inversées. Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que première semaine, les élèves regardent telle vidéo, mettent leurs questions dans le forum. Deuxième semaine, le professeur répond aux questions. Les étudiants se mettent en groupe, présentent un sujet. Quatrième semaine, ils font ça. Ce que je vous dis, c'est vrai. Des étudiants sont venus me trouver et m'ont dit « Dites, monsieur, on aime beaucoup votre cours, parce qu'on découvre des tas de choses et qu'est-ce qu'on apprend de trucs avec vous, mais quand est-ce que vous allez nous donner un cours ?» Et la question n'est peut-être pas ce que vous pensez, vous ne voulez pas un cours. Il voulait que moi, enseignant, je revienne sur scène pour organiser toutes ces idées. Parce qu'il y avait le groupe A qui avait dit que, mais le groupe B avait aussi dit que, et le groupe C avait dit que c'était pas tellement ça, mais que c'était plutôt ça. Et nous, et vous le prof, qu'est-ce que vous pensez? Et à ce moment-là, dans le calendrier que j'ai évoqué avec monsieur qui est là, mais bien sûr qu'il y avait des moments de regroupement, des moments de restructuration, des moments de synthèse, mais où j'étais capable de dire, comme on l'a vu dans le groupe A, souvenez-vous, il a parlé de la motivation selon Roland Viau, il y avait tel point qui a été dit, qui n'était pas clair. Par contre, dans le groupe B, ils ont apporté, et j'ai reconstruit, non pas à partir des grands savoirs canoniques, mais à partir des éléments de savoir que les élèves, moi, je reconstruisais cela. Et donc oui, on avait toujours besoin d'un amphi, peut-être moins qu'avant, parce que un groupe qui travaille, s'ils doivent travailler à 6, ben, faire des groupes de 7-8 étudiants dans une configuration pareille, ça ne va pas bien. Et donc oui, il y a sans doute des amphis qui vont disparaître au sens espace, mais qui seront remplacés par des salles de travail, de visionnement, d'accès à des ressources. Mais il faudra toujours des amphis pour les moments de synthèse. Donc voilà, et il faudra toujours des enseignants, par rapport à l'anecdote que j'ai racontée. Si l'enseignant, c'est celui qui transmet, je pense, plus très longtemps. D'ailleurs, on voit que c'est déjà remplacé, c'est tout à fait clair. L'enseignant qui guide, qui prépare des situations, qui interpelle. Oui, mais enfin, vous, dans le groupe B, vous dites ça, mais dans le groupe A, ils ont quand même dit ça. J'étais toujours là. Ce n'était pas le groupe A qui présentait le groupe B, c'était le groupe A qui présentait au groupe B, et M. Lebrun était là parmi eux, qui faisait rebondir des choses. Oui, mais vous dites ça, mais ça, c'est ce qu'on trouve dans les romans d'Aubette de guerre, mais est-ce qu'il y a eu des travaux là-dessus? Oui. Et oui, donc j'étais plus travailler, vous savez comment on appelle ça? Flipper. Relancer la balle, etc., qui me venait des choses comme ça. Beaucoup plus gai, Moi, j'aurais jamais tenu à donner des cours pendant 45 ans, quoi. Vous vous rendez compte, monsieur? Par contre, là, je revenais à la maison, je montrais à mon épouse, regarde, il y a tel groupe, voilà comment ils ont travaillé. Ils n'ont pas fait. Ah oui, je leur disais aussi, je vous ai demandé de me faire une présentation pendant 5 semaines. Chaque groupe va présenter les résultats. S'il vous plaît, ne faites pas comme les profs. Ne me faites pas une présentation PowerPoint. Essayez de trouver quelque chose d'original, quoi. Étonnez-moi. Lâchez pas ça trop vite à vos étudiants, parce qu'ils m'ont étonné sur l'utilisation et les effets d'éthique dans l'apprentissage. Ils sont arrivés en toge avec des petits chapeaux noirs, et il y avait l'avocat de la défense, l'accusation, la partie civile, et ils y sont partis, les contextes, les éléments favorables, les éléments contre. Ils ont fait des jeux de rôle, voyez-vous, ou les chapeaux de Bono, ceux qui voient tout en bleu, ceux qui voient tout en bleu, ceux qui voient tout en noir. Et donc, ils ont été chercher eux-mêmes, pas seulement les savoirs, mais les méthodes, pour arriver à les mettre en place dans l'amphi, quoi. Pensez bien, le prof, il rayonne à ce moment-là. Évidemment, les grognons disent, est-ce que vous voyez autant de matière qu'avant? Ben non, sans doute 10 grammes en moins, quoi. Je ne pense pas que ce soit important. Mais les savoirs sont importants aussi. Ils sont là pour normaliser les connaissances. Voilà, c'est ce jeu subtil auquel il faudra peut-être
être capable de s'adonner.